Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayrou, Tana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. J'invite donc devant cette chaire le professeur Dédé Aliango, économiste de l'UPC. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me nomme Aliango Marashto Dédé. Je suis professeur à l'Université protestante au Congo à la faculté d'administration sanitaire et des sciences économiques. J'enseigne aussi à l'Université de Liège et je suis directrice du Centre de recherche interdisciplinaire en développement que l'on nomme CRIDES. Alors, je voudrais vraiment saisir cette occasion pour remercier les organisateurs de cet événement, notamment les comités d'éthique scientifique de l'UDPS, mais aussi vous, les participants, parce que vous nous donnez en fait l'occasion de vous présenter une réflexion qui, à mon sens, permettra de faire avancer la question du développement de notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Je vais aborder la question de la régularité de la paie des agents fonctionnaires de l'État, qui je considère comme étant un facteur de renforcement de l'inclusion financière. Alors, déjà, d'entre le jeu, je me suis spécialisée dans les questions de entrepreneuriat, inclusion financière et développement. Moi, j'aborde cette question-là. Mon exposé, 4 points. Le contexte, le constat, implication, ainsi que de recommandations. Alors, nous parlons de la question de la régularité de la paie des agents d'État. Pendant des décennies, comme on le sait, la problématique de la paie des agents d'État a été, on va dire, au centre des débats. Au centre des débats, pourquoi? Parce qu'on a constaté des failles, on a constaté des faiblesses par rapport à cette question-là. Et il était vraiment temps de réfléchir sur comment apporter des solutions à ces questions-là. Et donc, quelles ont été les faiblesses qui ont été identifiées? Notamment, on va parler du non-respect du calendrier de paie, parce que les échéances n'étaient pas vraiment bien connues et même les responsabilités pas bien définies. Deuxièmement, les défauts d'équipement. Donc, on a parlé de la difficulté d'avoir un serveur qui puisse prendre en charge, en fait, cette activité-là. Et aussi, la question des éléments à intégrer dans la paie, qui posait vraiment problème, notamment par rapport à la liquidation de la paie. Enfin, il y avait la question des agents fictifs. Évidemment qu'aujourd'hui, on en parle encore, mais la situation est nettement plus différente qu'il y a quelque temps. Il y a les abus au niveau des agents payeurs, avec la question des rétrocessions ou de pots de vin, ainsi de suite, mais aussi les arriérés des salaires. Alors, il fallait réfléchir à une amélioration, et dans le cadre de l'amélioration, il a été convenu de revoir, de modifier les circuits de paie. Et donc,
modifier les circuits de paye, c'est venir au problème, venir aux faiblesses, régler ces problèmes-là, régler ces faiblesses-là. Il fallait commencer par éliminer certains intervenants qui finalement alourdissaient le travail et aussi opérer des pensions dans les enveloppes de paie. Constituer un fichier, j'ai parlé ici des serveurs, constituer un fichier unique de paie pour éliminer les doublons. Contrôler et détecter en même temps les fausseurs, mais aussi les fictifs, et mettre à jour les bases de données. Finalement, il a semblé judicieux de faire passer la paye par les circuits bancaires, parce que ça éliminerait beaucoup de problèmes que nous avons soulevés précédemment. Aujourd'hui, cette réforme-là a été faite. La paye des agents de l'État passe par les circuits bancaires. Peut-être avec une petite difficulté pour les territoires avec qu'on appelle territoires à accès difficile. L'ancien système continue encore de perdurer, mais on va y arriver, on va faire des recommandations par rapport à ça. Alors, cet état des choses, cette réforme devait normalement améliorer la bancarisation, et oui, ça a amélioré, puisque pendant longtemps, on ne dépassait pas le niveau de 10% de bancarisation, mais avec l'intégration de la paye des agents de l'État, on y est arrivé, mais le problème, c'est que l'inclusion financière, elle, pose problème. L'inclusion financière n'est pas du tout améliorée. Alors, je parle d'inclusion financière, c'est quoi finalement l'inclusion financière? L'inclusion financière, c'est tout simplement ce mécanisme-là d'accès ou d'offre pour les options financières, des services financiers aux populations qui sont exclues du système bancaire classique. L'inclusion financière va au-delà de ça. C'est-à-dire permettre non seulement l'accès au un compte, départ à vue à terme, mais avoir accès à tous les produits proposés par les institutions financières. Et donc, c'est accès permanent et adapté aux populations qui sont exclues du système bancaire classique. Alors, pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir accès aux services financiers? Parce que tout simplement, cette inclusion financière facilite ou est une composante de l'inclusion sociale. Ça améliore les conditions de vie de la population. En ayant accès aux services financiers bancaires, on constitue par exemple l'épargne qui était thésaurisée à travers on va dire, l'épargne à la maison, rentre dans les circuits bancaires et va permettre de financer les investissements. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Deuxièmement, la population qui constitue une épargne peut financer, on va dire, les besoins ou alors de projets futurs au lieu de les thésauriser et de les dépenser comme on le veut. Troisièmement, ils peuvent aussi avoir accès au crédit. Les crédits permettent les activités génératrices de revenus. Les crédits permettent l'accès au financement pour pouvoir réaliser les projets. Donc, tous ces éléments-là, cette population qui n'avait pas accès aux services bancaires ne pouvait pas avoir accès à tout cela. Mais avec l'inclusion financière, il le peut. Donc, ça peut améliorer l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi. Et aussi, si ça améliore les conditions de vie, donc ça va permettre de réduire la pauvreté, mais aussi les inégalités qui, on va dire, est un gage du développement durable et soutenu. Alors, le constat en République démocratique du Congo. J'ai parlé d'un côté de la régularité des paies des agents de l'État, de la question de la paie, de l'autre côté de l'inclusion financière. Mais qu'en est-il de la RDC? Les réalités au niveau de la RDC montrent que
la majorité de la population n'utilise pas suffisamment les services financiers formels. Formels, c'est-à-dire accès aux banques, aux actions de microfinance qui sont bien reconnues. Et que le réseau bancaire eux-mêmes sont trop peu denses et essentiellement limités aux zones urbaines. J'ai mené dernièrement une étude dans le Lualaba, le Haut-Katanga, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et le Haut-Toué sur les contraintes d'accès au financement des actions de microfinance, de personnes à faible revenu. On a vu que dans le coin le plus reculé, il n'y a pas de guichet bancaire, même pas des agents bancaires. Et donc, ces personnes-là ont du mal à accéder aux services financiers. Pourquoi? Parce que, effectivement, les réseaux bancaires sont pas. Les zones rurales sont généralement mal desservies et souffrent. Bon, la technique m'oblige. Excusez-nous. On a l'habitude de parler comme ça. Je vais revenir alors pour aider la technique à bien faire son travail. Alors, donc j'étais en train de dire que les zones rurales sont généralement mal desservies et souffrent d'insuffisance ou du mauvais état des routes, c'est-à-dire état d'infrastructure, routes, électricité, réseau téléphonique, ainsi de suite. Le compte bancaire, il existe. La plupart des agents de l'État ont un compte bancaire, mais ça reste un canal par lequel transitent les salaires. C'est-à-dire, en termes d'inclusion financière, d'utilisation des services financiers, ce n'est pas effectif. Le compte ne sert que des canaux de transit, c'est-à-dire lorsque la paye passe, et nous le savons tous, lorsque la paye passe, ce jour-là, on retrouve tout le monde dans les agences bancaires. Et ils viennent tout récupérer. OK? Et donc, du coup, les agents payeurs d'attente sont remplacés par les caissiers des banques. Parce que les gens viennent retirer. Et ainsi, malgré l'amélioration de la bancarisation, par cette paye qui passe par les circuits bancaires, l'inclusion financière n'est pas améliorée. Alors, pourquoi est-ce que ça n'améliore pas l'inclusion financière? L'une des causes, et j'insiste sur l'une des causes, c'est que c'est à cause de l'irrégularité de la paye, notamment l'absence ou le non-respect d'un calendrier fixant les dates exactes de la paye. Si les salaires sont irréguliers, c'est-à-dire n'arrivent pas à une date précise, qu'est-ce que cela implique? Plusieurs difficultés. Premièrement, celle de planifier les dépenses. C'est-à-dire que les agents de l'État sont là, ils savent qu'ils vont recevoir les salaires et franchement, je loue quand même les efforts qui sont faits par les gouvernements parce que on a la paye des agents de l'État chaque mois. Le problème, c'est que ça n'a pas la même date. Et donc, on ne sait pas planifier les dépenses. On peut planifier les dépenses pour un mois, sachant que les salaires doivent normalement arriver le 20, mais il arrive le 27 ou le 1er de l'autre mois. Donc, il y a une difficulté. Et cette difficulté, c'est aussi cette question-là de se défaire des engagements. Nous prenons des engagements. Mais lorsqu'il faudrait se défaire des engagements-là, les salaires n'est pas disponibles. Et donc, ça pose problème. Ça pose problème aussi pour s'approvisionner en produits de première nécessité. Les médicaments, la nourriture, ça pose problème. L'endettement est aussi l'une des difficultés qui vient avec l'irrégularité de la paye. Puisque je devais me défaire d'un engagement le 20 et que mon salaire n'arrive que le 27, et généralement cet engagement-là, c'est chez les usuriers où le taux d'intérêt est exorbitant, qu'est-ce que je fais? Je m'endette pour pouvoir me défaire de cet engagement-là. Et ça, c'est un problème, puisqu'on rentre dans un circuit d'endettement qui n'améliore pas les conditions de vie. On reste esclave des dettes. Et ça, c'est un problème. Mais qu'est-ce que ça amène encore? Ça baisse en fait la confiance en l'employeur, qui est l'État.
Il est censé nous payer le 20, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Et ça crée un réel problème de confiance. Autre chose, c'est que les coûts des services financiers, oui, les agents de l'État reçoivent leur salaire par les banques, mais les coûts de ces services-là sont aussi exorbitants. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'ait pas l'inclusion financière, que les gens retirent leur argent dès qu'ils entrent. Pourquoi? Les frais de retrait. À chaque fois que vous venez retirer votre argent, on vous prend les frais de retrait. C'est normal, mais c'est exorbitant. Et d'ailleurs, la RDC est reconnue comme étant un pays où les frais de services financiers sont très élevés. Donc, tout cela pose problème. Les recours accrus au secteur informel, disons les secteurs financiers informels. C'est-à-dire, si on revient à la question d'endettement, on s'adresse plutôt au secteur informel que dans les circuits formels. Alors, dans les secteurs informels, on a les groupes qu'on appelle tournantes d'épargne, les groupes d'épargne tournante plutôt, Likelema ou Tontine, usurier, mutualité, réseau intrafamilial ou réseau d'amis. L'irrégularité de la paye des acteurs, mais aussi les niveaux de la rémunération sont parmi les facteurs qui favorisent tout ce qu'on a cité comme étant des difficultés, mais aussi des services qui sont non adaptés aux besoins des agents et des fonctionnaires de l'État. Par exemple, les fonctionnaires ont du mal à gérer leurs comptes, une gestion par la digitalisation, une gestion de son compte, avoir un net banking ou mobile banking, où vous-même vous gérez votre compte. C'est difficile. Finalement, cela montre que malgré l'amélioration de la bancarisation, l'inclusion financière reste à la traîne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous avait réunis ici comme scientifiques pour réfléchir sur les questions de développement de notre pays. Et ça, c'est une question vraiment parmi les questions essentielles de développement. Que devons-nous faire? On va commencer par l'employeur des agents et fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire l'État congolais. La première chose, c'est vraiment de travailler sur la régularité. Nous avons dit que cette régularité était un facteur qui renforçait l'inclusion financière. L'inclusion financière va renforcer l'inclusion sociale, donc l'accès aux services sociaux de base. Il faut renforcer, travailler sur la régularité et les niveaux de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. En faisant quoi? En réorganisant le processus de paie. Déjà, pensez à la question des fonctionnaires de l'État, les frais effectifs, pas les fictifs. Pensez à la question de l'élaboration et les dépôts des listings qui doivent se faire à temps pour permettre aux institutions financières aussi de régler le problème. La question de la programmation et des validations. J'ai fait une petite enquête très rapide lorsque il m'a été demandé d'aborder de ce sujet. Je parlais avec quelques agents du budget, de finances, mais aussi les institutions financières. Vous savez ce que j'ai pu tirer de cette enquête-là, c'est que dans la plupart des cas, les salaires arrivent en retard à cause de la question de validation, des signatures. Et c'est, bon, je m'abstiens de le dire, mais quand même, la rémunération, le revenu de fonctionnaires de l'État qui va arriver en retard à cause des questions de signature. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait par rapport à ça. Mais aussi, mettre en place ou renforcer les respects du calendrier. Il faudrait que tous les acteurs par lesquels passe ce processus-là soient conscients de ce qu'il faut faire, mais aussi soient conscients du calendrier qu'il faudra respecter. Et pour ça, il faudra peut-être des sanctions. Je ferme la parenthèse. Donc, il serait intéressant d'avoir des dates précises pour le paiement des agents. Et dans mon enquête, il y a un agent de l'État qui m'a dit, madame, ce qu'on évite aussi, c'est de injecter énormément
de liquidité sur le marché. Je dis d'abord, ça passe par le secteur bancaire. Donc, normalement, on ne devait pas avoir énormément de liquidité. Mais si on a énormément de liquidité, c'est parce que ces gens-là sortent directement l'entièreté du salaire des banques. Donc, il y a des choses à faire par rapport à ça. Et pour éviter, on pourrait, par exemple, fixer des dates par catégorie de fonctionnaires. C'est-à-dire, pour telle catégorie, la baisse est le 20. Pour une autre catégorie, c'est le 25. Pour une autre catégorie, c'est le 30. Comme ça, tout le monde sait planifier ses dépenses, mettre en place sa petite gestion suivant le jour où sa paye va arriver. Deuxième recommandation, se mettre en place des mécanismes qui facilitent l'offre de services financiers et la réduction d'asymétrie d'information. Donc, il faudra une réglementation adéquate qui intègre, par exemple, la question de protection des utilisateurs, résoudre le problème d'identification de la population avec des cartes d'identité sécurisées. Je sais qu'il y a des efforts qui sont aussi en train d'être faits dans ce sens-là, mais c'est urgent. Urgent pourquoi? Parce qu'au niveau des institutions financières, la question de la symétrie d'information est très souvent évoquée. La symétrie d'information, c'est ce fait d'avoir une information qui soit fausse, soit alors incomplète. Et ça relève le facteur risque. C'est-à-dire, les services que les institutions financières offrent aux agents et fonctionnaires de l'État ou à la population ont des coûts élevés, les coûts de transaction sont élevés, tout simplement parce qu'on considère que c'est une population risquée. Et risquée parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations, on ne sait pas les identifier. Ils peuvent donner l'adresse, aujourd'hui ils sont ici, et demain ils sont de l'autre côté. Et on ne sait pas du tout les retrouver. Donc, la question de la symétrie d'information peut être résolue. OK. Renforcer et travailler avec les institutions financières de proximité telles que les institutions de microfinance, les coopératives d'épargne et de crédit, qui offrent des services qui répondent réellement aux besoins de la population à faible revenu. Ça pouvait aussi passer par ces institutions-là. Parce que, vous savez pourquoi est-ce qu'on dit que les banques excluent les personnes ou la population à faible revenu? C'est à cause de la logique bancaire qui ne cadre pas avec la logique de cette population-là. Mais il y a des institutions qui offrent des services à ces populations-là. Et donc, on peut travailler avec eux pour leur offrir des services financiers qui répondent à leurs besoins. Et enfin, mettre en place un mécanisme efficace facilitant la paix des agents et fonctionnaires de l'État dans les territoires à accès difficile. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Dans le cas de travailler avec les institutions financières, je voulais proposer, par exemple, qu'on fasse avec ce qu'on a fait avec l'aviation. C'est-à-dire, on les réunit, on discute sur les coûts, sur les réalités, sur le contexte, et on arrive à solutionner ces problèmes-là et aider d'accès aux services financiers. Enfin, pour les institutions financières, oui. Il faut mettre en place des produits qui répondent réellement aux besoins de la population, notamment celles à faible revenu, dont font partie plutôt une grande partie des agents et fonctionnaires de l'État. Mais aussi travailler sur la question de réduction de coûts d'accès aux services financiers. C'est vrai, les études que nous-mêmes nous avons menées sur le terrain montrent qu'il y a énormément d'asymétrie d'information. Et d'ailleurs, moi, j'enseigne le cours de gestion des institutions financières à l'UPC, donc la gestion de banque. Et la question d'asymétrie d'information, avec les deux conséquences sélection adverse et aléa moral, sont vraiment au centre de la gestion d'institutions financières. Oui, ces problèmes-là demeurent. Mais la performance d'une institution financière se mesure aussi par sa capacité de pouvoir minimiser les coûts des transactions. Donc, les institutions financières peuvent travailler sur cette question-là pour offrir des services financiers qui soient abordables et accessibles. Alors, je termine par cette image. La transformation de la société par la science. Nous faisons la science, nous menons des recherches. Nous avons
et nous constatons, nous faisons des recommandations. Les scientifiques doivent pouvoir contribuer comme ceci à la transformation ou au développement de la société. Partir d'un chaos pour une situation plus ou moins équilibrée et qui ferait beaucoup de bien à la population et notamment à la population congolaise. Merci de votre présence. Et attention. Merci beaucoup, professeur Dédé Aliango, pour votre exposé très édifiant sur les banques. À la professeure Dédé Aliango, qui a reçu quelques questions. Professeur, vous pouvez apporter des éclaircissements de manière synthétique. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi pour votre question. Donc, il m'a été demandé de parler des réseaux téléphoniques. La première question, c'était pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était en mauvais état et pourquoi est-ce que c'était un problème. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que ça ne serait pas finalement, le mobile money ne serait pas finalement une solution au problème que j'ai eu à poser. Ok. Alors, pour la première sous-question sur les réseaux téléphoniques, effectivement, en disant que c'était en mauvais état, j'ai bien mesuré mes mots et mes affirmations parce que tout simplement, vous-même, lorsque vous étiez en train de parler, vous aviez dit que la couverture, je reprends juste votre statistique à vous, c'était à 50%. Donc 50% de la République couverte, c'est pas grand-chose. Bon, c'est déjà une avancée, mais ce n'est pas grand-chose. Surtout que cette couverture, c'est plus dans des zones urbaines. Et puis, dans les zones rurales, on a des problèmes. Moi, j'ai fait souvent des études et je peux vous dire, par exemple, j'ai mené une étude à Kalemi. Juste à 50-80 km de Kalemi, il y avait déjà un souci. Les enquêteurs n'arrivaient pas à envoyer, par exemple, les données par Internet avec Kobotool, ou alors même nous appeler pour nous dire qu'est-ce qui se passait. Et j'ai des photos où vous les retrouvez assis sous un arbre. Il n'y a des réseaux que sous cet arbre-là. Si vous vous déplacez d'1 mètre, le réseau est perdu. Et ça, ce n'est même pas les réseaux Internet, c'est les réseaux juste de communication pour que vous puissiez vous parler. Vous voyez, déjà si on est dans cette situation-là, et pas plus loin, au loin là-bas, on a mené une étude là-bas, je vous ai parlé sur les contraintes de financement des populations à faible revenu et ceux qui travaillent dans le mine. À Fungurume, nous collectons les données. Pour envoyer ces données-là, il fallait monter un peu plus haut, c'est une petite montagne. C'est là-bas qu'il fallait trouver. Même ici à Kinshasa, normalement, on devait déjà avancer avec cette question-là. Avant, c'était la question d'interopérationnalité, je ne sais pas, la connexion entre les réseaux et les banques. Maintenant, on dit que c'est plus ou moins réglé, mais l'utilisation du mobile money demeure, on va dire, faible par rapport aux attentes. Donc, je pense que oui, c'est une solution, mais oui, il faut travailler dessus. Et l'État a énormément de choses à faire, travailler avec les opérateurs, mais aussi avec la population. Les sensibiliser sur cette question-là, ça réglerait énormément de problèmes. Merci. Merci beaucoup, professeur Aliango. Programme, je vous demande d'applaudir les intervenants.